Dans les arts c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas toujours absorber ce qu'on vous dit comme ça. Il faut qu'il y ait une réflexion. À un certain niveau, il faut qu'il y ait une réflexion. Et analyser le geste, le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, on comprend mieux. Et peut-être on peut apporter quelque chose d'un peu différent. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Édition. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Martial Azur Podcast en compagnie de Michel Boulanger, qui est le professeur du club de Menton. Bonjour Michel. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler donc de karaté, de boxe, de full boxing. D'abord, pour les auditeurs qui vous découvrent, j'aimerais que vous puissiez vous présenter brièvement votre parcours. Bien, on va essayer de faire ça rapidement. Moi, je suis né dans la boxe, d'un père professionnel de boxe anglaise. Voilà, professionnel qui est dans la catégorie, parce qu'à cette époque-là, on ne gagnait pas sa vie avec ça, bien sûr. Il était maçon à côté de ça, donc quelqu'un de courageux. Et j'ai grandi là-dedans, j'ai été élevé là-dedans. Bien sûr, j'ai boxé quand j'étais petit. Après, comme beaucoup d'ados, je me suis inséré à autre chose et j'ai arrêté le sport, que j'ai repris un peu plus tard. J'avais commencé un peu de karaté à l'époque aussi quand j'étais petit, mais c'était vraiment le début du karaté. C'était les professeurs de judo qui enseignaient un peu le karaté, puisque, comme la plupart des gens le savent, enfin les anciens en tout cas, le karaté faisait partie de la version de judo à l'époque, dont j'ai d'ailleurs toujours un passeport de judo. Moi. Ok. Donc vous êtes un des premiers karatékas de la région, en tous les cas dans la région mentonnaise. Vous avez créé votre club il y a combien de temps maintenant ? Plus de 30 ans, je crois. Oui, moi j'ai commencé à enseigner en 81, donc ça fait ouais. 45 ans bientôt. Ouais. Voilà. Et le club est officiel depuis 1983. En février 83, on a créé ça officiellement. Et voilà, et puis j'ai démarré à 3 à 4 personnes. Et puis petit à petit, ça a grossi. Quoi. Ouais, alors c'est le moins qu'on puisse dire parce que vous avez une institution qui est importante, même au niveau sportif en général, pour la région mentonnaise. Vous y enseignez à la fois le karaté et la boxe. Et en fait, c'est un système de boxe que vous avez appelé full boxing. Donc ça correspond à l'idée du club, c'est-à-dire le boxing karaté menton. C'est vraiment lier les deux mondes. Le monde qui vous a été légué par votre père, la boxe, et le karaté. Alors est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que c'est que le full boxing, ce que c'est que le karaté dans votre association, la place qu'a la boxe par exemple ? En fait, le full boxing, pour ceux qui connaissent le full contact, c'est la même chose en gros, sauf que on a seulement entre guillemets, les techniques de la boxe anglaise qui sont référencées par la fédération boxe anglaise, donc il n'y a pas de coup de poing retourné, et les coups de pied du karaté. Voilà, okay. Dans ce mix des deux, donc avec quelques points de règlement. Donc c'est une discipline qui croise les deux mondes, le monde du karaté et le monde de la boxe. Je suppose que c'est votre propre père qui vous a enseigné la boxe ? Eh oui, c'est ça. Donc il était boxeur, je crois, de mémoire qu'il était boxeur dans la région de Millau ? Oui, en fait, il a boxé partout, il a boxé à l'étranger aussi, puisqu'il était professionnel en première série à l'époque. Et donc, il a 110 combats. Ok, ce qui est un nombre de combats assez conséquent. Ouais. Mais à l'époque, je crois que les boxeurs boxaient beaucoup plus fréquemment que maintenant. Maintenant, ils font 1 ou 2 combats par an. À l'époque, c'était pratiquement 2 combats par trimestre. Ouais, c'est quand même une autre boxe avec un matériel différent. Et tant mieux que le matériel évoluait vraiment, parce qu'à l'époque, c'était... moi, j'ai commencé avec des gants avec du crin dedans. Voilà, eux, ils ont boxé avec ça. Et je me rappelle des phalanges de mon père, c'était... C'était les phalanges du boxeur. C'est bien marqué, voilà. Et je me rappelle aussi, on s'était vu donc il y a quelques années quand j'avais fait mes recherches pour mon livre sur l'histoire du karaté sur la Côte d'Azur. Je me rappelle que vous m'aviez dit que les sacs étaient en sable à l'intérieur et que ça devenait du béton avec l'humidité et la pluie quand ils étaient dehors et qu'ils avaient donc les mains déformées par cette pratique du sac de frappe. C'est quelque chose que vous avez connu vous aussi ou... Oui, absolument. Ouais, ça faisait très mal. Mais voilà, après, c'est bien que les choses évoluent. Et puis à cette époque-là, il n'y avait pas les mêmes connaissances en physio, en anat, etc. Quoi. Moi, je me rappelle à l'époque, on n'avait pas le droit de boire pendant les cours. Pour vous donner une idée de l'évolution. Et c'est bien qu'il y ait ces recherches-là, des gens qui ont envie que ça avance. Et c'est ça, il faut pas toujours... dans les arts martiaux, c'est pareil. Je pense qu'il ne faut pas toujours absorber ce qu'on vous dit comme ça. Il faut qu'il y ait une réflexion. À un certain niveau, il faut qu'il y ait une réflexion et analyser le geste, le pourquoi du comment. Et à ce moment-là, on comprend mieux et peut-être on peut apporter quelque chose d'un peu différent. Ouais. D'ailleurs, on a parlé de la boxe. Vous êtes aussi karatéka. Je crois que vous êtes au gradé. Vous êtes 6e dan, si je dis pas de bêtises. Ouais. Vous avez rejoint récemment la WKF. Enfin, récemment, il y a quelques années.
Oui, je suis dans les deux. Je suis dans les deux. Dans la FFK aussi, oui. Oui, bien sûr. On va voir si la FFK évolue. Il y aurait des choses intéressantes. Oui, il y a eu à un faire. changement de président il y a quelques temps. Après, je veux juste revenir un petit peu sur la boxe. La boxe, c'est très intéressant. Boxe pied-point, je parle du coup, mais la boxe anglaise, bien entendu aussi. Hein, mais en ce qui nous concerne plus particulièrement, la boxe pied-point est très intéressante. Et avec l'évolution de la société, j'ai réfléchi aussi à ce qui se fait maintenant un peu partout, à ce style qu'on peut appeler cardio-boxing, qui n'engage pas les gens vers un système de compétition et qui sont plutôt là pour évacuer un peu ce stress, puisqu'on a une société dans laquelle on vit qui est très stressante. Ouais. Et les gens, je crois, qu'on a besoin un peu de cette soupape. Donc ils viennent, il n'y a pas de comment dirais-je, d'affrontement direct. Hein, c'est surtout un travail d'outils avec des cibles, des PAO, etc. Et voilà, c'est une voie aussi qui ne conduira pas à la boxe pied-point réelle dans l'idée du combat, mais c'est intéressant aussi. En fait, j'ai l'impression, parce que j'ai vu un peu ces cours d'aérobox, de fitboxing, c'est la mode depuis quelques années, j'ai l'impression qu'il y a une composante, une seule en réalité, qui est absente. Peut-être deux. La stratégie en combat, puisque en général ils font beaucoup de shadow, ils s'opposent pas beaucoup. Et puis surtout la résistance au coup. Ça, c'est complètement absent de cette discipline-là. Et c'est justement pour préserver des gens qui voudraient pas s'amocher sur les rings, peut-être. C'est sûr, l'objectif n'est pas le même. Hein. Et les gens ne viennent pas. C'est là où il ne faut pas se tromper d'objectif avec les gens qui viennent. Hein. Maintenant, alors moi, comme puriste de boxe, qui est connu des années, vraiment une boxe pure, boxe pied-point, boxe anglaise et boxe pied-point, c'est un petit peu bizarre de voir cette évolution, mais après il faut aussi s'adapter et dire oui, pourquoi pas, pourquoi on fermerait la porte à des gens comme ça qui ont juste pour le loisir. C'est bien, comme on peut faire du footing pour le loisir, on n'est pas obligé de faire des marathons, des compétitions. Oui, tout à fait. Et là, pourquoi pas. Après, oui, il faut pas se tromper d'objectif. D'ailleurs, je passe souvent pour un hurluberlu quand je dis que la compétition n'est pas toujours la finalité en sport. Il y a des gens qui pratiquent pour le loisir, c'est d'ailleurs souvent la majorité dans les clubs, les gens qui viennent en loisir. Je crois qu'il faut distinguer plusieurs choses. Il y a les gens, il y a les sportifs, il y a les athlètes et il y a les compétiteurs. Voilà. Et c'est déjà différent. Le loisir, ils viennent, puis le loisir même un sportif, il n'est pas obligé de faire de la compétition. Tout à fait. Bien sûr, voilà, il est sportif, sinon il devient compétiteur. Hein, il est sportif et moi j'ai connu des gens qui ont été sportifs toute leur vie et j'ai connu des athlètes et des compétiteurs qui étaient très sportifs entre guillemets le temps de leur compétition. Après ils ont arrêté, on les retrouve avec 20 ou 30 kilos de plus des fois. Oui, ça arrive de temps en temps. Et ce qui m'intéresse, c'est votre parcours est donc doublement lié à la fois au karaté et à la boxe pied-point et à la boxe anglaise. C'est de savoir comment vous alliez les deux mondes, parce que techniquement, je sais par expérience que c'est très contradictoire. Les mouvements de karaté et les mouvements de boxe, c'est vraiment le jour et la nuit. Karaté, alors si on parle de Shotokan, la méthode la plus répandue en France, c'est assez rigide, c'est assez ancré dans le sol. En boxe, on est beaucoup plus fluide, beaucoup plus mobile. Il y a une certaine idée aussi en boxe de l'importance de la défense. Il faut toucher sans être touché. En karaté, c'est pas toujours le cas. Qu'est-ce que vous pensez de l'alliage de ces deux mondes ? Est-ce qu'il y a des différences notables ? Je vous répondrai dans la pratique. Vous avez une voiture ? Non. Ah. Ouais, changer les vitesses. Non, parce qu'en fait, c'est pas très compliqué. Vous prenez une voiture, si vous avez une voiture, vous conduisez, vous sortez, vous avez besoin d'un scooter, vous prenez un scooter, vous roulez pareil. Donc en fait, on peut très bien s'adapter. Moi, j'ai combattu en boxe anglaise, en boxe américaine, en boxe française également. Alors que c'est pas les mêmes règlements, mais bon, du moment qu'on a la tenue et puis on sait ce qu'on va faire, on y va. Donc c'est la même chose quand on prend un scooter ou une voiture. Ouais, ça pose pas de problème. C'est la méthode qui diffère, mais la finalité est la même. Il faut être efficace. Oui, après, mais en fait, c'est tous les sports d'opposition, comme ça, que ce soit le tennis, que ce soit le sport collectif aussi, l'opposition. Il y a toujours une stratégie, une réflexion. Et puis dans les sports collectifs, une union du groupe, c'est ce qui fait la force, quoi. Alors, pour revenir un petit peu sur le karaté, vous avez appris, je crois, au début avec la méthode Yosekan, si je dis pas de bêtises. Alors, pas tout à fait. Quand j'étais tout petit, j'ai fait un peu de Shotokan c'était pas du Shotokan, je pense maintenant, avec un peu de retour, mais bon, c'était bien quand même de démarrer. Après, j'ai fait du Goju-Ryu. Et après, j'ai été goûté un peu à tous les styles, mais après je me suis lancé effectivement dans le Yosekan quand j'ai connu le maître Hiromu Suzuki, avec lequel j'ai partagé plusieurs années, et qui m'a donné peut-être cette ouverture d'esprit et ce sens de l'analyse.
qui pour moi est nécessaire. Il ne faut pas les grands, les gradés, les grands maîtres, ce n'a pas été des gourous. Ce sont des gens qui doivent vous ouvrir des portes. Puis très souvent, ils ont eux-mêmes un esprit critique qu'ils ont mis en exergue dans la formation de leur style, en particulier en Yosekan d'ailleurs, parce qu'il a allié un petit peu la boxe et le karaté traditionnel qu'il connaissait. Ouais, mais c'est parce que Mel Moshitsky, c'est un chercheur. Ouais. C'est même un chercheur. Je crois me souvenir qu'il disait que son style, le Yosekan, était un laboratoire. Absolument. Et c'est vrai qu'on retrouve cette composante dans les Yosekan. Donc ça vous a aidé, cette approche différente d'un Shotokan très traditionnel, très rigide? Oui, mais après j'ai repris du Shotokan, et en fait, ça peut être complémentaire. Ouais. Contrairement à ce qu'on peut voir, c'est... le Shotokan, vous êtes quand même à bien ressentir cette énergie qu'on peut avoir, cette sensation de présence. Oui. Et le Yosekan vous donne cette fluidité et cette aisance dans des situations de combat, dans des distances de combat qui sont différentes. Oui. Et puis en Yosekan, je crois qu'il y a une partie de préhension assez importante, plus qu'en Shotokan. On fait des projections, des amenées au sol, ce genre de choses. Oui, absolument. Donc c'est vrai que ça permet aussi un travail sur les distances qui est un peu différent. En Shotokan, on est souvent assez loin au démarrage des actions. Et l'action s'arrête à la première touche en compétition. Donc c'est très différent. Je pense que pour prendre quelque chose qui peut peut-être illustrer un petit peu la situation actuelle, je pense que le Yosekan était peut-être l'ABC du MMA, quoi, quelque part. Oui, tout à fait. Parce qu'on trouve toutes les séances de combat avec du travail en extension, du travail en traction. Et surtout, ce qui est intéressant dans le Yosekan, à mon avis, c'est que maintenant les fils de Maître Mochizuki continuent de le faire évoluer. C'est un petit peu d'ailleurs l'aspect qui avait été perdu dans le Shotokan, puisque normalement, à mon avis, mais je peux me tromper, dans les styles traditionnels, la tradition, c'est justement, après un certain moment, de faire évoluer la méthode. Or ça a été perdu dans les années 40, 50, 60, quand les pionniers de la Jika sont arrivés en Europe. Ils avaient une méthode, la leur, qu'ils avaient appris au Japon, et ils voulaient transmettre telle quelle, sans qu'il y ait de modification. Et on parlait de karaté traditionnel à ce moment-là, ce qui était... difficilement acceptable pour un historien comme moi, parce que le karaté à cette époque-là avait 30-40 ans, donc traditionnel pour un truc qui a 30-40 ans, bon. Et du coup, ils ont amené cette méthode, ils l'ont plus fait évoluer. Alors que la tradition au Japon, c'est justement de faire évoluer la méthode. Et Maître Mochizuki, je pense, grâce à l'héritage de son père, a continué à faire évoluer. Et maintenant, on voit ses fils qui font des clés de jiu-jitsu brésilien dans le Yosekan Budo, ils ont des amenés au sol d'aïkido parfois. Enfin, il y a tout un mélange qui est très intéressant, je pense. Ouais, parce que c'est la personne qui est importante en fait. C'est son envie de connaître, de découvrir des choses. Il a toujours été comme ça. Enfin, moi, je l'ai connu quand on a travaillé un peu en boxe anglaise parce que bon, moi, j'avais ces connaissances-là. Il est toujours, voilà, c'est un cherchant. Et du coup, ses enfants font pareil. Et tous les Budokan, enfin, la grande majorité, j'espère, feront pareil. C'est ça qui est important pour lui, de pouvoir faire grandir cette envie de progresser, de connaître, d'enrichir, de s'enrichir. Ouais. Voilà. Oui, et puis c'est un petit peu la philosophie. Bon, moi, je suis un grand fan de Bruce Lee, comme vous le voyez dans la bibliothèque derrière vous. C'est un petit peu la philosophie qu'avait Bruce Lee avec le Jeet Kune Do, c'est-à-dire que le style, il doit pas être figé, parce qu'au bout d'un moment, il se sclérose, on tourne en rond avec les mêmes techniques pendant des années. C'est bien de répéter les bases, etc., mais il faut aussi s'enrichir des apports extérieurs. Ouais. Alors, oui, bien sûr, mais je pense qu'il faut pas oublier les racines quand même. Voilà. C'est comme un arbre. Oui. Il y a les racines, il grandit, il y a des feuilles, il y a des branches, il y a des feuilles, etc. Donc il se diversifie, mais il reste avec ses racines. Et je pense que le développement des arts martiaux, sport de combat du coup, c'est pareil. Et quelquefois on s'en éloigne un petit peu. À mon avis, c'est juste moi, même si je critique pas ni les enseignants, encore moins les athlètes et les compétiteurs, mais la compétition karaté comité, combat, à mon avis, c'est éloigné un petit peu du karaté. C'est vrai. Voilà. Moi, c'est un avis qui est partagé par beaucoup de karatékas, surtout ceux de votre génération qui ont connu les compétitions dans les années 80, 70. Le karaté était très différent. Et d'ailleurs, je me rappelle d'un professeur de Nice, Monsieur Laovari, que vous avez peut-être connu, qui me disait le premier truc quand on rentrait dans le gymnase, le premier truc qu'on voyait, c'était la civière. Parce qu'il y avait au moins un blessé par compétition. En général, c'était des gros KO. Et il y avait la notion de contrôle
contrôle était toute relative à cette époque-là. Hein. C'était vraiment tabassage à hockey choral, quoi. Vous avez étudié donc à la fois le karaté Shotokan et le Yosekan Budo. Et aujourd'hui, au sein du club, vous avez donc des assistants qui enseignent ces méthodes, si je comprends bien. Alors, c'est pas en même temps. Hein. Ce sont des étapes différentes de construction. Enfin, construction. Voilà. Et non, maintenant, on enseigne au club le karaté Shotokan. Voilà, avec un enrichissement sur des clés, des dégagements sur les saisies, mais qui finalement, ça existe. Le karaté, c'est un art martial. C'est pas un sport, voilà, c'est classé en France comme un sport par le ministère des Sports, mais au départ, c'est un art martial. Hein, et la compétition n'existait pas à l'origine. Hein, voilà. Et donc, il était riche de beaucoup de travail, qu'on peut appeler maintenant self-défense, qui a été mis un peu de côté parce que les gens ont préféré les pieds-points et parce que c'était peut-être plus, comment dirais-je, plus visuel, peut-être. Voilà. Puis c'était dans l'air du temps, ça se sportivisait beaucoup à cette époque-là. Par contre, on va pouvoir débattre d'un truc alors. Je débat souvent à ce sujet avec les professeurs sur la séparation art martial et sport de combat. Et à mon avis, mais je peux me tromper encore une fois, le karaté a toujours été un sport. Parce que si on revient à Okinawa, c'était en général des petits notables qui pratiquaient le karaté, des gens qui avaient du temps libre pour pratiquer le karaté, et ils pratiquaient le karaté exactement comme nous. C'était un loisir. Qui en général ils faisaient ça soit tous les soirs, soit 2-3 fois par semaine, et ils faisaient ça après leur journée de travail. Et effectivement, il n'y avait pas de compétition, mais dans cet ordre-là, ils étaient tout à fait dans le sillage des sportifs qu'on a nous dans les clubs de nos jours. C'est à peu près le même schéma d'après moi, non ? Oui, mais le but n'est pas le même peut-être. Et je suis pas sûr que leur but était plus axé vers la self-défense ou vers l'art guerrier. Je pense que c'était vraiment une activité de loisir pour eux. Parce que Okinawa, c'était très pacifique depuis des décennies à ce moment-là. Je pense que c'est l'esprit qui est un peu différent. Oui, ça c'est vrai. Alors visuellement ça se voit parce que maintenant c'est je parle du karaté qui est beaucoup compétition quand même en France, hein, voilà. Et en fait ce sont des athlètes, c'est formidable, ce sont des athlètes qui font des choses extraordinaires. Voilà, mais voilà, c'est pas dans mon esprit, dans ce que je ressens, ce que peut plus m'apporter la pratique du karaté. Moi, je le ressens pas tout à fait comme ça. Alors, c'est peut-être aussi l'âge qui joue, hein, parce que quand j'avais 20 ou 20, enfin, je trouvais ça, quand j'avais 20 ans, je trouvais le karaté trop statique. C'est pour ça que je faisais la boxe, pied-point. C'était plus dynamique. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Alors que maintenant, j'ai plutôt, comment dirais-je, je préférerais un karaté pas plus statique, mais un peu plus dans ce sens où c'est un coup, quoi. C'est vraiment un coup, voilà. Mais je pense que c'est à cause des évolutions des règlements. J'en ai parlé il y a quelques temps à mon prof. Et le règlement, c'est quoi ? C'est le sport. Eh oui, mais il peut y avoir des règlements qui mettent en avant un aspect plus martial. Par exemple, il y a une époque que vous avez bien connue où il y avait du ippon shobu et du sambon shobu. C'est-à-dire avec un ippon sur un coup porté, efficace, maîtrisé, et en général, bon... Et à l'époque, sans protection. Oui, et à l'époque... ou alors, je ne sais pas si vous aviez les petites mitaines... Même pas. Pas d'open. Ça devait être sympathique. Et je pense qu'un règlement de ce type-là, en ippon shobu ou sambon shobu, mettrait plus en avant la puissance qu'un règlement tel que maintenant, où la première touche marque le point et on peut aller jusqu'à 8-0 par exemple. Et là, c'est plutôt une question de vitesse et de déclenchement de l'action avant l'autre, comme en escrime. Et je pense qu'un règlement plus proche de l'ippon shobu permettrait quand même de garder cet enracinement dans le sol, cette intention dans l'action, que maintenant il n'y a plus avec le système de points actuel. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, absolument. Oui, je pense. Alors, il ne s'agit pas de s'enraciner au sol non plus, mais garder cet état d'esprit. Où c'est sur un coup, le karaté, c'est sur un coup. Voilà, on bloque, on rend, on anticipe, et c'est sur un coup. Là, il y a beaucoup d'enchaînements, mais c'est une évolution, voilà, ou un changement, je ne sais pas. C'est une pratique qui est devenue le karaté de compétition, en tous les cas le karaté Shotokan de compétition, est une pratique qui est devenue à mi-chemin en réalité entre ce qu'était le karaté à l'origine et le full contact. Le full contact, on a droit aux combinaisons, en enchaînement, et puis il y a les juges qui comptent les points, comme en boxe anglaise. Et en karaté de compétition, il y a aussi les points, mais on arrête quand même l'action comme avant, quand il y avait sur un seul coup. Alors, le problème du karaté, enfin, moi, ça fait déjà plusieurs années que j'ai un dossier qui est dans mon bureau, que j'aimerais bien qu'il ressorte un petit peu. Alors, je vais voir si avec une fédération ou l'autre, je ne sais pas. Parce que le karaté, si on parle de karaté
de compétition actuellement, hein. Je parle même pour les enfants, les ados, etc. Mais depuis donc 40 ans, on a toujours le problème du contact, pas contact, de la distance, etc. Et on n'arrivera jamais. Alors le jour, et moi j'ai mis en place un système avec un casque juste avec une barre devant pour protéger le nez. Oui. C'est essentiellement des coups directs dans la compétition. Voilà. Et des petites mitaines qui ressemblent à celles de MMA où tu touches, tu marques. Oui. Mais tu touches, pas frapper. Tu touches. Pour que ce soit en fait, ce système-là, c'est en fonction de l'âge, du niveau du pratiquant, on va vers une touche un peu plus appuyée peut-être, pour arriver à ce moment-là, comme on voit en karaté combat, je ne veux pas faire le publicité pour le karaté combat, voilà, mais on devrait arriver, mais de toute façon c'est ce qui serait pas maintenant, avec le taekwondo aussi, s'y est mis, et si on fait pas ça, moi j'ai ce dossier depuis 3 ans ou 4 ans dans la poche, on verra s'il y a une fédération qui est intéressée pour le faire sortir, on le fera, mais ça serait, parce que entre le karaté traditionnel et le karaté au KO, on va dire, mais avec, comme on peut voir en karaté combat, hein, mais il y a rien, il y a pas de formation entre ça. Il n'y a pas de formation entre ça. Et il faudrait qu'il y ait petit à petit qu'on puisse faire une graduation pédagogique là-dedans. Et que les gens soient prêts à faire du beau combat, quoi. Alors, je vais me faire l'avocat du diable parce que je suis super, d'accord avec vous, mais je fais toujours l'avocat du diable. Les tenants du karaté sportif vous diraient, oui, mais il y a plusieurs systèmes de compétition. Il y a le light contact, le semi-contact, le full contact, il y a le karaté combat, il y a le karaté mixte. Ouais, mais là, on ne parle pas de karaté, là. C'est vrai aussi. C'est le mot karaté et pour avoir la possibilité de faire du light contact, parce que c'est pas la même fédération, hein, d'accord. Le light contact et le full contact, c'est sur la tutelle de la fédération française de Muay Thai et kickboxing, d'accord. Voilà. Et le karaté, parce que c'est moi qui l'ai fait rentrer à l'époque, le full contact, ça s'est appelé, pour être tranquille, karaté full contact. Ouais. Mais il faut se rappeler aussi qu'à l'origine, c'est parti du karaté quand même, le full contact, hein. À l'origine, je parlais. Après, il y a eu un tournant vraiment qui a été pris dans les années 80-85 en boxe, parce qu'ils se sont enrichis, ils ont compris que pour les points, la boxe c'était peut-être plus intéressant au niveau de protection du visage, hein, et qu'on partait pas sur un coup, mais plusieurs enchaînements. Donc on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc cette formule de compétition s'est enrichie de la boxe, d'accord, et c'est devenu essentiellement de la boxe pied-point. Voilà. Alors, on peut l'appeler full contact, full boxing, c'est la boxe pied-point. Voilà. Donc on n'est plus dans un état d'esprit de karaté. Sauf que la fédération de karaté, elle fait karaté, full contact, comme ça, elle est tranquille, elle veut le ministère, entre guillemets. Voilà. Mais elle fait de très belles choses, il n'y a pas de souci. Hein. Et je pense que ça doit être très difficile. Moi, je me mets à la place des teneurs du karaté en France. Ça doit être très difficile parce qu'il faut un système de compétition pour une infinité de styles et de tendances. Rien qu'en Shotokan. Il y a l'AJKA, l'AJKF, le SKIF, etc. Rien qu'en Shotokan. Alors, j'imagine même pas pour le Wadoryu, le Kyokushinkai, ils ont vraiment leur système de compétition depuis des années. Mais c'est vrai qu'en général, les pratiquants de Shotokan, Wadoryu, Goju-ryu et Uechi-ryu, en France, ils vont tous vers le système, mais c'est surtout des enfants. Ils vont vers le système de compétition qui les arrange, mais c'est surtout des enfants. Les adultes pratiquent peu la compétition en réalité en karaté. Ou alors des athlètes, effectivement, comme Monsieur Dacosta, qui a gagné les championnats du monde et les Jeux Olympiques. Bon, lui, c'est vraiment une machine de guerre. Hein, Oui, non, mais il y a des périodes où il a toujours existé quand même des karatékas avec Christophe Pinal. A fait une évolution énorme dans le karaté, hein, avec son travail de jambes, entre autres. Donc il y a eu d'autres personnes qui ont amené quelque chose. Et de différents qui n'existaient pas et qui ont fait évoluer d'une certaine façon, voilà. Mais parce que ça correspondait à leur personnalité et leurs moyens athlétiques. Ouais, mais d'ailleurs, Christophe Pina, il avait commencé par le taekwondo avec... Absolument, avec Claude. Avec Claude Jorca, c'est ça. Et je me rappelle aussi en kata, il y avait Michael Milon, qui était extrêmement fort. Et donc, effectivement, ils ont chacun amené leur pierre à l'édifice, si on peut dire comme ça. Mais c'est vrai que c'est difficile de contenter tout le monde parce qu'il y a une infinité de tendances possibles et beaucoup de styles. Effectivement, j'ai parlé du Kyokushin, ils ont leur propre système de compétition, mais la fédération, le principe d'une fédé, c'est de réunir les gens autour d'un même système de compétition. Et là, contenter tout le monde, c'est très difficile. Le Wadoryu, ils ont les projections, ils ont les clés articulaires. En Uechi-ryu, ils ont des blocages à très courte distance. C'est difficile de contenter tout le monde quand même. Je crois qu'il y a... oui, c'est exact. Hein. Actuellement, il n'y a qu'une forme de compétition. En gros, bon, je ne parle pas de kata, mais kata comité. En comité, il n'y a qu'une forme de compétition. Et oui, et c'est vrai qu'il y a des formes de karaté, des styles de karaté qui sont peut-être moins à l'aise dans ce système-là. Hein. C'est sûr, mais c'est compliqué. Hein. Mais en boxe, c'est pareil.
Parlons pas du comptage des points, je vais m'énerver. Voilà, donc on peut aussi, voilà, il y a des formes de boxe que quand vous pratiquez, je parle pour la boxe anglaise, si vous pratiquez en Russie et aux États-Unis, c'est pas du tout la même forme de travail, et d'entraînement et de boxe. Voilà, donc c'est deux styles différents et ils se rencontrent. Chaque style doit gagner. Après, c'est juste l'envie d'aller en compétition ou pas, parce que c'est pas une obligation. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, moi, en karaté, on a parlé des différents règlements possibles. Quelque chose qui m'a marqué quand j'ai commencé, c'est qu'il y a une très grande importance des blocages en karaté. Dans les katas, dans les kihon, dans tous les mouvements fondamentaux, les blocages représentent, je pense, une partie très importante. Or, en compétition, un blocage réussi ne compte aucun point. Donc, il y a une vraie supériorité de l'attaque sur la défense, puisque les attaques marquées comptent des points, défense réussie compte 0 points. Alors que le karaté, c'est quand même, justement, karaté martial, c'est quand même un art de défense. Moi, j'avais toujours pensé qu'un système de compétition où les blocages marquent des points ferait des combats beaucoup plus stratégiques, où quand on lance une attaque, il faut qu'on soit sûr qu'elle porte, parce que si l'autre réussit à bloquer, c'est lui qui marque le point. Et ça, j'ai l'impression d'être seul au milieu du désert pour prêcher ce genre de truc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'en fait, c'est actuellement, ça serait difficile de faire ça, mais ça pourrait très bien se faire dans un examen de passage de grade, par exemple. Tout à fait, oui. Peut-être pas en formule vraiment compétition, parce que je pense que on est trop imprégné du système actuel pour varier. Mais par contre, ça peut très bien se faire, ou dans un style de compétition différent, pourquoi pas. Mais encore, c'est une volonté politique de la fédération, ça. Il faudrait que ça les intéresse, que ça motive les gens. Une fédération, c'est des licenciés, c'est des licences, c'est de l'argent. Et puis surtout, il faut être suivi par les gens, il faut que les gens nous suivent parce que je sais que des fois, ils essayent de lancer des initiatives. Je pense aussi à la Fédé du judo, par exemple. Parce que là, en ce moment, je suis dans le judo pour mes recherches. Mais le judo, la compétition de judo a énormément changé. Hein. Exactement. Et bien, il faut être suivi par les gens, parce que quand on lance des changements de règlement et qu'on n'est pas suivi par les profs ou par les élèves eux-mêmes, ça pose des problèmes terribles en réalité. Ça peut poser des problèmes terribles. Mais généralement, on est obligé de suivre. Hein. Ouais. C'est le principe d'une fédération démocratique, c'est-à-dire que normalement, ça doit partir du bas, des licenciés, des profs, et aller vers le haut. Je connais le problème, mais ça, c'est dans toutes les fédérations sportives. Je pense que ce soit en tennis, en golf, en karaté. Généralement, on n'écoute pas les petits clubs de province, on les écoute pas beaucoup. Peut-être que ça va changer. Ouais. Espérons, parce que et c'est pourtant, vrai moi, je connais des gens qui ont des excellentes idées, et surtout sur la compétition, sur les passages de grade, passage de grade, c'est pareil. On a quand même perdu l'essence même de la self-défense dans le karaté, dans les passages. Alors après, ça peut avoir des effets positifs. Quand on me parle de kata, les bunkai, je sais pas s'ils ont eu des altercations dans la rue, moi j'en ai eu. Je veux dire, il y a des choses qui passent et des choses qui passent pas. Hein. Oui, je peux comprendre. Les bunkai ont beaucoup évolué depuis leur imprégnation en France. Au début, c'était vraiment une application réelle de la technique. Petit à petit, c'est devenu une application athlétique. Il faut montrer qu'on sait faire des mouvements acrobatiques, etc. C'est le festival de Bercy qui a beaucoup influencé ça. Hein. Et ils faisaient des trucs surtout avant. La compétition. Voilà, on s'éloigne des racines quand même. Ouais, mais il y a quand même des choses très positives, je pense. Par exemple, je pense à Guy Berger. Vous connaissez certainement son système de compétition. Je parlais des gens qui avaient des excellentes idées. Voilà, c'est Guy qui a d'excellentes idées. C'est dommage qu'il soit peut-être pas suffisamment écouté à la fédération. On a toujours, je pense qu'on a tous moi j'ai un système de compétition qui pourrait fonctionner. On a tous la compétition des enfants. On nous parle moi j'ai fait des BE, surtout en karaté en tout cas, et on dit les enfants se pensent des adultes à miniature, mais on leur fait le même système de compétition. Chercher l'erreur. Alors qu'il y aurait plein de choses intéressantes à faire. C'est peut-être l'inverse, parce que j'ai entendu beaucoup de profs qui m'ont dit maintenant le système des compétitions des adultes, c'est en fait celui des enfants. Donc c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le système des enfants qui a été piqué pour être mis aux adultes. Ouais, après il faut, jusqu'à quel âge on dit enfant, pas enfant, parce qu'il y aurait plein. Voilà, moi je pense qu'ils ont bien le temps d'aller en compétition, et c'est pas les enfants qui gagnent, qui ont 10 ans, qui vont être champions du monde quand ils seront seniors. Ça on le sait. Enfin, moi, je peux le dire. En tant que professeur, on s'en rend compte assez vite, je pense. Donc, il y aurait peut-être des choses plus intéressantes à faire, qui soient plus intéressantes dans la société actuelle, quoi. Voilà. Et peut-être que la place de l'initiative du club, ça se fait plus beaucoup maintenant, les interclubs, j'ai l'impression, en karaté, parce qu'il y a beaucoup de compétitions. Mais détrompez-vous. Il y en a encore pas mal. On est sorti récemment, on a été à un club à Saint-Césaire, là on est en Italie, là on refait un truc à Cannes. Voilà, un système qui est
peut-être plus intéressant que la compétition actuelle, parce que la compétition actuelle, souvent vous déplacez les parents qui vont faire 100 km ou 60 km ou voilà, 1 heure de route pour 1 minute 15 ou 1 minute 30 de compétition, parce qu'après il se fait sortir le petit, puis il rentre à la maison. Et je trouve qu'il y a autre chose de plus constructif à faire. Alors, je vais me faire une deuxième fois l'avocat du diable, parce que ça, c'est un truc que j'ai beaucoup entendu. Effectivement, c'est beaucoup arrivé au début du système de compétition des enfants, mais je pense que c'est de la responsabilité des profs de peut-être pas envoyer les gosses qui n'ont pas le niveau en compétition. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais il faut changer le système de compétition. Un enfant, Le système de Guy Berger est bien mieux pour ça, d'ailleurs. Ouais, d'abord parce qu'ils font plus de tours, et puis il faut donner moins d'importance à vaincre, gagner. Ils ont le temps. Moi, je pense que, très honnêtement, moi, je le fais pour la boxe. Je ne vois pas, même en karaté, on ne voit pas nos jeunes à la compétition. Tant qu'ils n'ont pas 10, 11 ans, ça ne sert à rien. J'ai vu des champions de France, ou des Coupes de France, de poussins. Et en plus, c'est pas l'idéal pour développer une discipline. Pour développer une discipline, il faut que tous les enfants soient contents quand ils partent de la compétition. Ça, c'est vrai. Et ça, c'est enrichissant pour tout le monde. Qu'ils soient vainqueurs, qu'ils soient vainqueurs perdants, il faut leur dire qu'ils sont vainqueurs quand même. Vainqueurs parce qu'ils auront fait des choses. Et c'est pas, ils partent avec un esprit de défaite, alors que c'est pas ça. Ça devrait pas être ça, la compétition. Au moins jusqu'à un certain âge, mais surtout jusqu'à un certain niveau d'élite. On devrait changer tout ça. C'est pas normal. Finalement, dans les clubs, on a peut-être, sauf des clubs spécialisés en compétition, on a quoi? 5%, 10% de compétiteurs? Ouais, Parce que et chaque prof est obligé de faire sa façon pour garder ces jeunes, pour les intéresser, pour leur faire faire du combat, pas de la compétition, mais du combat, mais différemment. On peut arriver à faire des choses différemment. Moi, je l'ai fait dans une fédération pour la boxe. Je fais des boxing, j'appelle ça des boxing players. Et le système est différent. Ils ont 3 ateliers à faire. Ils sont notés, mais ils connaissent pas leurs notes. Et à la fin, ils passent plusieurs fois avec des partenaires adversaires différemment. Et à la fin, ils ont le total. Et bien, ils sortent, ils sont diplôme de bronze, diplôme d'argent. Voilà, mais il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant finalement. Okay. Et ça, c'est enrichissant. Et ça fait une bonne publicité. Et en plus, ils sont pas à avoir peur de perdre. Voilà. Il faut leur donner confiance. Il faut qu'ils travaillent, qu'ils évoluent, qu'ils s'ouvrent à tout ça. Il faut pas un enfant qui a perdu, il se referme. Alors là, je vois un peu le parcours du boxeur, parce que justement, on a parlé du karaté traditionnel. C'est une idée sportive que vous avez là qui est assez éloignée du karaté traditionnel, mais qui est plus proche de la boxe éducative, par exemple. Oui, mais finalement plus proche aussi de la réalité. Et plus proche de ce qui se passe. Alors, je ne parle pas de MMA parce que... oui, j'en parle parce que c'est quand même très à la mode actuellement. Hein. Mais voilà, je pense qu'en karaté, il faut arrêter de... Il y a distance, il n'y a pas distance, il a trop touché fort. Voilà, tu touches, tu marques. Point barre. Voilà. Après, il faut bien différencier. Touche, faut pas... Et les casques, ils sont pas là pour en faire plus fort, ils sont là pour protéger. Les mitaines ne sont pas là pour frapper plus fort, elles sont là pour protéger. Voilà, c'est tout, c'est bien ce qu'il faut prendre en compte tout ça. Et c'est un état d'esprit une autre idée de l'apprentissage du combat. Ouais. C'est tout. Ouais, je pense qu'en karaté, il y a beaucoup de choses à faire. Mais j'ai discuté avec un ami à moi, Jean-Baptiste Chiki-Budia, qui est historien aussi et qui a une petite fédération de karaté à Aix-en-Provence. Il m'a dit un truc qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit, moi, j'en suis arrivé à la conclusion que le karaté est irréformable. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on peut vraiment réformer le karaté ou est-ce que c'est trop tard ? Il faut passer à autre chose, quoi. Alors, ça dépend à quelle échelle on en parle. Si on en parle au niveau club, oui, ça peut se faire. Oui. Bien sûr. Au niveau, après, ça dépend de la fédération, quoi. Après, au niveau mondial, ça risque d'être très compliqué. Mais c'est une question politique, c'est une question de volonté mais comme tout, hein, sont les chefs, entre guillemets. Mais s'il y a pas ce qu'il faut prendre pas les chefs, c'est que s'il y a pas les licenciés, il n'y a pas de chef. Ce qui me choque, moi, je suis historien, donc je regarde un peu les vidéos des anciens combats de karaté, de boxe, de judo, etc. D'ailleurs, ici, en 1952 à Nice, il y a eu un gala de judo organisé par Maître Bogaert, avec Maître Kawaishi et des hauts gradés du judo. Et il y avait presque 1000 personnes dans la salle à ticket payant. Donc les gens sont venus voir un gala de judo à ticket payant, il y avait presque 1000 personnes dans la salle en 52. Maintenant, les compétitions sont ouvertes à tous, l'entrée est gratuite, etc. Il y a personne dans les gradins, en karaté, en judo, même en boxe. Je suis assez surpris de voir qu'il n'y a pas grand monde dans les gradins. Est-ce qu'on a perdu le rêve ? Est-ce que ça fait plus du tout rêver, le karaté, le judo, la boxe ? Là, on parle de compétition. Ouais. Voilà, on parle uniquement de compétition. Oui, je pense que c'est pas un spectacle. C'est-à-dire que ça n'a pas été développé et il n'y a pas eu la volonté de développer un spectacle. Ça aurait pu se faire. Hein.
Ça peut se faire. Il y a eu des galas. Moi, je l'ai fait sur Menton, hein, même en karaté. Hein. Il faut donner. Il y a toute une mise en scène. C'est comme un pot de yaourt. Il n'y a pas que le yaourt. Il y a le pot, il y a la couleur, il y a tout. C'est la même chose, quoi. Si vous voulez vendre votre produit, mais on parle de marketing. Là, on parle pas d'essence même de l'art martial ou du sport de combat, hein, d'accord. Mais ça peut se lier. Mais il faut présenter une compétition de karaté. Quand vous avez 5-6 tapis où ça braille de partout, où les parents, en plus, voilà, les spectateurs, entre guillemets, ne comprennent pas toujours pourquoi cette personne a perdu, pourquoi il n'a pas marqué ce point, parce que d'abord, c'est pas visuel. Si tu touches, tu marques, c'est quand même plus visuel et c'est plus facile à comprendre. En plus on parle japonais, donc encore une fois quelques termes, mais pour le public c'est pas évident, hein, voilà. Donc il y aurait des transformations à faire, donner une compétition de karaté ou l'appeler différemment s'il faut, mais différente. Même pour les galas, ici on a la nuit des arts martiaux de Nice, là, qui est organisée par Michel Clermont. Oui. Et je vois que d'année en année, même l'année dernière, d'ailleurs j'y suis même pas allé, je vois que d'année en année ils perdent un peu le public. Et il y a la nuit des arts martiaux universitaires maintenant aussi. Moi, j'y suis allé, c'est intéressant, c'est organisé par les jeunes du STAPS à Nice. Ouais. C'était pas trop mal, mais peu de monde dans les gradins encore une fois. Et je me demande si ces événements-là, ils font rêver encore le public ou pas. Oh, mais il faut replacer ça dans les bonnes dates. Hein. Dans les années 80, il n'y a pas toutes les possibilités de médias, de télévisuels qu'il y a maintenant. Hein. Donc, les gens, ils vont sur YouTube, ils voient plein de choses. Hein. Donc, ils sont moins intéressés à le voir. Oui, c'est vrai. Et puis aussi, dans les avant, années... c'était vraiment la manifestation. Il y a des arts martiaux, il va y avoir de ça. Ouais, c'était la fête au village. Parce qu'on ne le voyait pas ailleurs. Maintenant, les combats, c'est pareil. Le boxe, tout ça, c'est pareil. Vous prenez de chez vous, à 3h du matin, vous allumez votre télé, il faut regarder le combat. Quoi. Pourquoi vous levez et y aller Ouais, il y a une perte d'intérêt du public pour les événements en live, ça c'est vrai. Et puis, je pense qu'il y avait moins de concurrence aussi dans les années 70-80. Et en gros, en France, on connaissait la boxe, le judo, le karaté. Bon, il y avait quelques arts martiaux en plus de ça. Mais il n'y avait pas une multitude de disciplines comme maintenant. Ouais. c'est exactement même moi, ça. professionnel, je dis seulement, je sais pas ce qu'il ferait, il y a une multitude. Parce que effectivement, peut-être chacun a envie, mais c'est bien aussi de créer, de donner sa voix. Et ça a été fait en karaté à l'époque aussi, petit à petit. Puis chacun a donné son interview, etc. Et même dans chaque école de karaté, puisqu'on parle du karaté, chacun, même dans le Shotokan, il y a eu tendance, X, Y. Voilà. D'ailleurs, c'est marrant parce que Gishin Funakoshi était très opposé à ça. Il disait que le Shotokan n'était pas un style. Il disait qu'il n'y avait pas de style en karaté, que chacun faisait... Mais c'est normal, mais c'est vrai, parce que c'est la base. Il n'y a pas de style. Il ne devrait pas y avoir de style. C'est juste, c'est des gestes, c'est un état d'esprit. Ouais, c'est vrai. Et je pense que dans le karaté qu'on a maintenant en France, je parle du karaté de compétition qu'on connaît, il n'y a pas vraiment de style en fait. C'est pas vraiment le Shotokan, c'est un style de compétition. Mais c'est parce qu'on parle trop de compétition. C'est vrai. Et on est en train, quelque part, d'une certaine façon, de tuer le karaté. Parce qu'on parle de sport karaté. Et c'est là où il faudrait... C'est compliqué. Maintenant, je pense que c'est très, très compliqué, peut-être presque impossible, de faire du karaté et du sport karaté. Ou on fait du karaté, ou on fait de la compétition karaté. Voilà. Parce qu'un club qui fait les deux... par contre c'est intéressant, mais il va s'amuser un peu, mais il passera pas. C'est pour ça qu'on a de plus en plus de clubs spécialisés d'ailleurs, en kata ou en combat par exemple. Absolument. Mais même les katas, depuis Michael Milon justement, comme quoi les grands esprits parfois révolutionnent le truc, je pense que c'est des athlètes modernes, ils font de la préparation physique, ils font des exercices de renforcement musculaire, ils ont même des nutritionnistes qui les suivent. Ce sont des athlètes effectivement, ouais. Et pourtant, dans l'esprit des gens, les katas représentent la tradition. Alors là, on est vraiment dans le sport, c'est des sportifs, hein, les pratiquants de kata en compétition. Excusez-moi, mais il serait peut-être intéressant historien, ça peut vous intéresser, de voir un kata des années peut-être 50 ou 40, et puis le même kata en compétition. Alors, les mouvements sont grosso modo les mêmes, je dis bien grosso modo. Par contre, la forme et la finalité des mouvements, bon ça c'est les ethnologues plutôt que les historiens qui vous en diront deux mots, mais la forme et la finalité des mouvements sont pas du tout les mêmes. Là, en compétition, l'objectif n'est qu'unique, c'est d'avoir les points du jury, c'est tout.
de remporter la compétition. C'est Absolument. le seul motif du compétiteur. Effectivement, les katas pratiqués dans les années 50 n'avaient pas du tout la même Donc, finalité. l'objectif n'est pas le même. Et je pense que ça, effectivement, ça a modifié l'état d'esprit des pratiquants, mais je pense que dans une certaine mesure, je ne sais pas si vous connaissez ce film Only the Strong à propos de la capoeira. Non. Avec Marc Dacascos, un très beau film. Et à un moment, vous savez, en capoeira, on chante autour de la jinga, donc il y a des chants, il y a des danses, etc. Et à un moment, il y a un des élèves du prof qui fait un remix de tous ces chants avec son vieux monocaster, là, un magnétophone monstrueux. Et il le montre au prof et il lui dit au prof, j'espère que ça n'offense pas vos maîtres. Et le prof le regarde et lui dit, mais je crois qu'ils se seraient éclatés avec ça. Et je pense que les katas de compétition, c'est peut-être un peu ça aussi. Peut-être que les maîtres du karaté ancien, ils auraient vu une technicité, une souplesse, des choses qu'eux-mêmes n'étaient peut-être pas capables de faire. Peut-être. Peut-être, on le saura jamais. Absolument. Mais je pense que, par exemple, moi je me rappelle des combats de Christophe Pina. Franchement, les coups de pied hélicoptère, c'était spectaculaire quand même. Absolument. Et effectivement, c'est pas le même genre de martialité, de combat, mais je pense qu'ils auraient aimé quand même. Je pense que Funakoshi, il aurait vu ça. Et Je pense que cette époque-là, il y avait Penda aussi qui a amené un petit peu. Penda, Pina, ils ont développé et amené une image différente de la compétition karaté qui était intéressante, dans le sens où ça donnait un peu de quelque chose d'aérien, de plus visuel, de plus spectaculaire. Voilà. Mais ça restait quand même dans ce travail de vraiment de donner, parce que les protections étaient différentes déjà, et on restait quand même dans le côté plus karaté de base quand même. Ouais, voilà. ouais. Même si c'était aérien. Et là, c'était intéressant. Ça, c'était pas mal. Ouais, je pense Après, aussi. ça a évolué peut-être trop sur le côté athlète, avec des protections, mais c'était peut-être inéluctable. peut-être. Alors peut-être c'est l'âge qui fait que... On est peut-être aussi attaché, j'en ai parlé avec un prof, on est peut-être aussi attaché au modèle de compétition qu'on a connu quand on était jeune. J'ai l'impression que chaque génération est attachée au modèle qu'ils ont connu quand ils étaient jeunes. Et je pense que les jeunes de maintenant, dans 50 ans, ils diront « Ah, mais c'était pas mal le modèle. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est possible ?» Mais je sais pas où ça ira dans 50 ans. Ah, ça, donc, l'avenir le dira. Je ne vais pas le parler, là. Je vais pas en parler. En boxe, c'est assez différent d'ailleurs. On a parlé du karaté en compétition. En boxe, c'est très différent parce que moi, je suis au Pugilis Club Niçois, comme vous le savez. Et en boxe, j'ai l'impression que c'est très dur la compétition, beaucoup plus qu'en karaté. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas, en fait, la finalité n'est pas la même non plus. Hein. Puisqu'en karaté, normalement, on doit contrôler les coups. Normalement, c'est le mot important dans la phrase. Voilà, normalement. Mais l'objectif n'est pas de mettre l'autre KO en karaté, d'accord ? Même si dans l'idée première, ça serait ça, sur un coup. Voilà. Ouais. Alors que la boxe, l'idée, c'est mettre l'autre hors combat. On va parler de KO, mais hors combat. Puis la boxe est un sport au départ. C'est pas un art martial, c'est un sport. Voilà, un sport de combat. Et il y a aussi un entraînement de résistance au coup. C'est une caractéristique qui est très peu présente dans le karaté, alors que, mine de rien, c'est quand même important en combat. Les boxeurs s'entraînent quand même à la résistance physique, cardiovasculaire. Les combats de boxe sont assez longs, mine de rien. 12 rounds, ça fait long. Hein. Ouais. Je vois que c'est l'expérience là qui parle. Oui, moi, j'ai jamais fait 12 rounds. Hein, mais j'ai été jusqu'à 7 rounds. C'est déjà relativement long. Ouais. Et c'est physique quand même, c'est sûr. Mais ça fait partie d'un travail de compétiteur, d'athlète. Voilà, il faut le côté cardio, il faut le côté technique, il faut le côté psychologique et le côté tactique. Voilà, une fois qu'on est bien là-dedans. Après, en débutant, c'est surtout la condition physique qui est importante. Hein. Oui. La technique, elle reste basique. Si elle reste basique, ça suffit. Hein. Mais il faut un bon cardio. Hein, c'est intéressant. Pour les débutants, il y a une prédominance de la condition physique sur la technique. Ouais. Oui, parce que, moi, je me rappelle, mes premiers combats, je partais comme une mitraillette, quoi. Seulement, il fallait faire plusieurs rounds quand même derrière. Ouais. Donc, il faut penser, parce que même si vous gagnez le premier, si le premier, deuxième, c'est au troisième, vous faites entre guillemets torcher, c'est plus compliqué quand même. Hein, voilà. Ça me fait penser à un combat très connu vous l'avez peut-être vu, de Ali contre Foreman. À Kinshasa.
Et Ali susurrait des trucs à Foreman en clinch en lui disant allez, frappe plus fort. Et au bout du 7e, 8e round, Foreman il tombait presque tout seul parce qu'il avait tout donné en fait. C'était une bonne stratégie, mais Ali, courageux. Pareil, c'est quelqu'un qui a donné. Je pense qu'il donnait un plus à la boxe quand même. Il a donné ce côté spectaculaire, ce côté grande gueule un peu. Voilà, exact, ce côté business finalement, parce que maintenant on retrouve la même chose partout. Hein. Tout le monde fait ça en fait. Hein. Même si les gens finalement s'apprécient entre eux, mais pour le show, voilà, il faut que pour vendre des tickets, etc. Voilà, pour vendre des tickets surtout. Exactement, c'est ça. Alors que lui, à l'époque, il a fait parce que c'était son personnage. Ouais. Mais c'est quelqu'un. Il a beaucoup copié sur le géant de Galveston, un champion noir des années 1900-1905, dont le nom m'échappe maintenant, mais les auditeurs me le rappelleront dans les commentaires. Parce que le premier à avoir vraiment ouvert sa gueule sur les médias, c'était le premier champion du monde noir américain, et donc qui avait enlevé le titre à un blanc. Alors à l'époque où les gens étaient très racistes, autant vous dire qu'il y en avait qui n'étaient pas contents, et du coup il avait beaucoup communiqué là-dessus, dans les journaux en particulier, et les tickets se vendaient par centaines. Donc ça permettait de rapporter aussi d'un certain côté. Et je pense que, donc pour en revenir à la technique de la boxe, je pense que pour l'avoir vu, en tous les cas, moi j'enseigne pas la boxe anglaise, mais je le vois enseigné par les professeurs des différentes salles, je vois qu'il y a une prédominance de la défense sur l'attaque. Est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être c'est chaque enseignant a sa façon de travailler. Hein. Selon l'enseignant que vous avez une boxe qui va être plus offensive ou plus défensive. Mm-hmm. Et ça vient de la mentalité, de l'état d'esprit de l'enseignant, souvent. Moi, j'ai fait le constat de ça. Hein. Voilà. Si vous avez un prof qui vous dit, allez, il faut rentrer... Alors après, ça dépend. Normalement, on doit, comme personne n'est pareil, en tant qu'enseignant, en tant que coach, on doit profiter, je vais dire, d'une certaine façon, profiter des qualités de son élève et de ses défauts aussi, et le faire travailler en fonction de ça par rapport à l'adversaire. Donc le travail va être différent. Moi, j'ai fait gagner de mes élèves parce que je voyais que l'autre était plus tonique en face. Donc l'objectif, c'était plutôt reculer, mais marquer en reculant. Comme le faisait à l'époque de Monzon. Hein, oui. Bon, c'était un des premiers qui gagnait en reculant, enfin, entre guillemets. Hein, bon, ça n'empêche pas qui quand il donnait les coups, quand il avançait. Ça rigolait pas. Ouais. Et pareil, il faut essayer notre rôle à nous, coach et professeur, c'est faire travailler ses élèves en fonction de ses qualités premières, et après le faire gagner en tant que coach, le faire gagner avec ses qualités premières et en fonction des qualités de l'adversaire, des qualités et des défauts de l'adversaire. Voilà. Des élèves qui ont gagné parce qu'ils avaient du punch, d'autres qui ont gagné parce qu'ils étaient physiques, d'autres qui ont gagné parce qu'ils étaient techniques, d'autres qui étaient parce qu'ils étaient plus tacticiens. Voilà, c'est à nous, enseignants, à tirer. Oui, il faut savoir bien s'adapter. Après, c'est vrai que la forme de boxe, de pratique de boxe dans un club, elle est surtout en fonction de l'enseignant. Oui, j'ai vu ça. Alors, j'ai parlé de la défense parce que je pense que ça vient du fait que parfois, je dis bien parfois, les profs pensent à la carrière sur le long terme de leurs élèves et se disent il ne faut pas trop qu'ils prennent de coups, donc il faut qu'il ait une excellente défense. L'attaque, de toute façon, en gros, c'est mettre des coups de poing, hein, c'est un boxeur, en général, ça va. Mais ils essayent de préserver leurs boxeurs sur le temps long. Et je pense que c'est une philosophie qui s'est développée ces 20-30 dernières années, plus que précédemment, parce qu'on a vu les résultats des combats précédents, des gens qui avaient pris beaucoup de coups et qui étaient massacrés par la boxe. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. En fait, la boxe des années 50-60, elle a beaucoup évolué en matériel et en technique, et avec des apports de diététique, des apports sur l'anatomie, sur la physio, voilà. Et ça a modifié l'enseignement, et tant mieux. Et tant mieux, effectivement, que que les enseignants tablent sur une carrière longue, c'est très bien, parce qu'ils comprennent bien que on monte d'étage escalier par escalier, et pas d'un coup on propulse pas les gens. Et il y en a qui propulsent les gens comme ça, parce que leur intérêt, c'est peut-être pas forcément, leur intérêt est plutôt économique. Voilà. Exact, malheureusement. Ouais. C'est comme tout, c'est comme l'enseignement dans l'éducation nationale. Je pense qu'il faudrait avoir des enseignants passionnés. Quand on est passionné, on transmet plus facilement. On fait aimer sa matière aux élèves, entre guillemets. Dans le sport, c'est pareil, dans les interventions, si vous aimez ça. Moi, je peux pas, je sais que je ne pourrais pas tricher. Si mon élève, je sais qu'il n'est pas capable je l'enverrai pas. Alors, il va peut-être être déçu, il ira peut-être ailleurs, mais il ira ailleurs. Moi, j'ai un parcours derrière. J'ai quand même quelques combats, et je sais ce que ça peut amener. C'est une responsabilité. Et en mal. Ouais, c'est une grosse responsabilité. Ouais. Et les gens mesurent pas ça. Les gens mesurent pas. Si vous vous retrouvez avec un élève parce que vous l'avez envoyé, il n'était pas vraiment prêt, il a pris les coups, mais il se retrouve malheureusement sur une chaise roulante.
Ce qui peut arriver, c'est arrivé à l'époque à Zenaf, pas qu'il n'était pas prêt, il était loin d'être prêt, mais c'est un coup malheureux. Voilà. Et ben c'est compliqué. Ouais, ce qu'on J'aurais oublie du mal à souvent, gérer, c'est hein. que la boxe, c'est un sport qui est quand même dangereux. On peut prendre des coups très dangereux et puis on peut se blesser assez gravement. Alors, ça arrive quand même rarement, mais ça peut arriver. C'est les risques de la compétition en boxe. Moi, je salue effectivement alors, tous les enseignants qui tablent sur une carrière longue. C'est bien. Même si l'élève ne va pas rester beaucoup, peut-être. Mais en tout cas, il faut tabler là-dessus. Il ne faut pas les envoyer. Il faut que ça monte progressivement. Quelquefois, quand on a le choix de choisir l'adversaire dans le sens où il faut que quelqu'un puisse le faire travailler, dans ce qu'on a envie de qu'il travaille. Il ne faut pas brûler les étapes. Ouais. Non, et c'est pour ça que tout à l'heure j'expliquais par rapport au karaté combat que les gens passaient du coq à l'âne, pas du coq à l'âne, mais oui, j'ai compris. qui faisaient vraiment pas un pont, un viaduc énorme sans avoir la préparation d'eux. C'est là où il faut préparer. C'est pour ça que moi j'ai sous mes tables ce qu'on peut appeler du karaté fighting point ou du martial fighting point, comme ça on met pas le karaté en nous, t'as fait un jeu là-dedans. Mais voilà, il faut des choses qui se construisent. Et la boxe, c'est pareil. On parle en pied-point, on parle de boxe du light contact. Le light contact, moi, ce que je constate, c'est le light contact où se cache le mot light, parce que ça envoie quand même, quoi. Alors, ces gens-là, ils font du light, mais envoyez-les au full. Qu'ils aillent faire du full, quand même. Hein. Et le light contact, changez-le. Parce que c'est pas du cas. Le light contact, c'est celui qui avance le plus, qui va faire le plus de technique, qui va gagner. Parce que l'autre en face, il ne peut pas, physiquement, il peut pas l'arrêter. Il peut pas l'arrêter. Il n'a pas les armes pour l'arrêter, puisqu'on ne peut pas toucher fort, normalement. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il est obligé de subir. Donc, c'est celui-là qui donne le plus de coups qui va gagner. Alors que la boxe, c'est pas ça. L'intérêt de la boxe, c'est pas ça. L'intérêt de la boxe, c'est pouvoir toucher sans se faire toucher. Donc marquer des points, marquer des petits pions chaque fois. Voilà, l'idée elle est là, elle n'est pas d'avancer bam 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 bam. Alors donc il y aurait une autre forme à développer et je l'ai fait moi. Je l'ai fait, j'ai testé, ça fonctionne très bien. Même si ça fait des fois les gens ils ont des yeux comme ça et pourtant ça fonctionne très bien. Donc il y a d'autres formules, il faut réfléchir, c'est tout. Dans le light, ce que vous critiquez, c'est un truc que je vois aussi parfois dans d'autres styles de boxe, c'est une prédominance du volume sur la qualité technique. Il faut faire beaucoup de techniques. De toute façon, il y en a qui vont toucher et la qualité de la technique, bon. Alors que l'intérêt, c'est pas le volume, c'est marqué. Ouais. C'est marqué. Et ce qu'on voit aux Jeux Olympiques, là, c'est pour ça que la forme de boxe, elle est différente. Alors là, on revient sur la boxe anglaise, puisque le full contact ou full boxing, ce qu'on veut, n'est pas discipline olympique. Mais en boxe anglaise, le travail amateur et le travail professionnel est tout à fait différent. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. Et donc c'est à la touche. Touche. Donc on boxe différemment à la touche, voilà. Donc s'il faut, même s'il y a un gros volume de travail, parce que ce volume de travail va faire que ça va créer des ouvertures. C'est pas forcément faire plein de coups. Alors qu'à l'aide, souvent, je parle pour les enfants ou les ados, c'est les envoyer, allez, bam, bam, bam. Je pense que c'est pas les former pour l'avenir. Mais c'est pas leur faute, hein. C'est nous, enseignants, coachs, on se base sur le règlement de la compétition pour préparer les élèves. Voilà. Et obligé de suivre le règlement. Absolument. Donc, on fait en fonction de ce règlement. Et si le règlement change, on changera la façon de travailler. Donc, moi, je pense qu'on pourrait changer le règlement pour arriver à des choses beaucoup plus intéressantes, formatrices, moins blessantes pour les pratiquants. Voilà. Alors, je sais qu'en ce moment, la grosse mode, c'est le MMA, mais je pense que les gens ne se réalisent pas. Et on aura, peut-être dans 30-40 ans, on verra, les gens. On aura du recul alors sur que ce qui j'ai s'est rien passé. contre les MMA, dans le sens, et encore moins contre les enseignants, ni contre les pratiquants. Mais je dis attention. Moi, j'ai fait de la boxe. J'ai mon père qui est décédé à cause d'Alzheimer, parce que je pense qu'il a pris quand même beaucoup de coups, d'une époque où les gants, je vous dis, c'est les gants de crin, il y avait beaucoup de coups, il n'y avait pas le même règlement que maintenant. Il faut quand même prendre conscience de tout ça. Il faut avoir le recul d'eux. Mais moi, j'ai été jeune aussi. À 20 ans, on se moque de ça. À 20 ans, c'est ce qu'on veut faire. Combien de fois, moi, je me suis pas bien soigné parce que d'abord, on a un ego, quoi. Au bout de 3 jours, on est blessé, on y va. Mais maintenant, on paye l'addition, hein. Alors, ça fait déjà 1 heure et quelques minutes qu'on discute, mine de rien, ça passe. Je vais rappeler aux auditeurs qui vous découvrent donc dans cette vidéo qu'ils peuvent vous retrouver donc au Boxing Karaté Menton. Sûrement, même si on n'arrive pas à les rentrer, on se débrouille, on fait beaucoup de travail. Mais à côté de ça, voilà, c'est une évolution qui a été faite parce que j'ai une équipe dirigeante qui est extraordinaire. Ça s'est fait aussi avec
tous les enseignants que j'ai au club, du début à la fin, quels qu'ils soient, ils vont amener quelque chose au club. C'est tous les jeunes qui viennent pratiquer et c'est tous les parents qui nous font confiance. Voilà. Et puis oui, donc le club a une âme et pour moi, qui suis sur la fin de l'enseignement, c'était quelque chose d'important. Voilà. Ok, voilà. Un beau projet. Merci Michel d'avoir partagé tout ça avec nous. D'avoir pu dialoguer un petit peu. Et donc j'invite les auditeurs de Budo Édition à nous retrouver sur notre page YouTube, Facebook et Instagram si vous voulez voir les autres épisodes du Martial Azur podcast. À bientôt. Merci Michel. Retrouvez tous nos ouvrages sur budo.fr.